Absolument. Donc l'ambassadeur, il est emmuré dans son ambassade, bien gardé par des gendarmes et des militaires français. Donc il ne craint pas grand-chose, honnêtement, tant qu'il ne sort pas de son ambassade. Maintenant, il est là à attendre le dénouement de cette crise, sur laquelle, évidemment, il n'a aucune action possible. Et Paris non plus n'a guère d'action possible sur cette crise. Donc, comment ça va se dénouer? Actuellement, il y a 2 présidents, un seul reconnu par Paris, mais enfermé, pris en otage, entouré de militaires, et un putschiste qui se dit président et qui, en réalité, a le pouvoir, effectivement. C'est lui qui a demandé l'expulsion de l'ambassadeur et des militaires français. Et nous disons à Paris qu'il ne représente pas la légalité, que c'est celui qui est emprisonné qui est le président légal, et on attend que le président légal nous demande éventuellement de partir ou de rester, mais en fait, il ne peut pas s'exprimer. Donc nous sommes sur une position extrêmement légaliste, mais évidemment... C'est tenable, à votre avis? Non, c'est tenable dans une certaine mesure, mais de toute manière, l'affaire va se dénouer d'une manière ou d'une autre. Et la manière la plus probable, c'est en faveur des putschistes, parce que malheureusement, je pense que le cas du président Bazoum est une cause perdue quand même. On ne voit pas très bien comment il pourrait revenir au pouvoir. Et dans l'hypothèse où il reviendrait au pouvoir, hypothèse improbable, il serait considéré comme un peu radioactif parce que trop pro-français. Mais on se sent en sécurité dans son ambassade. On est protégé par qui? Par des militaires français? Est-ce que les militaires du Niger, quand même, protègent l'ambassade, je ne sais pas, contre des mouvements de foule qui voudraient en découdre avec ces maudits Français? Alors, il n'y a pas de protection extérieure, mais à l'intérieur de l'ambassade, la protection est très efficace. Toutes les ambassades dans le monde ont un service de sécurité contre les intrusions. Dans toutes les ambassades, il y a des policiers français ou des gendarmes français. Et là, ça a été évidemment fortement renforcé, non seulement par les policiers et les gendarmes, mais aussi par l'armée française présente au Niger, qui a apporté également son appui à la sécurisation des locaux diplomatiques. Et on est bien ravitaillé? Ouais. Écoutez, je ne suis pas dans le cœur de l'ambassade, mais je pense qu'on a prévu ce genre de situation et qu'il y a des réserves de nourriture, d'eau, il y a évidemment l'autonomie de l'électricité, etc. Mais Anne Niva. Un mot, on vient d'apprendre qu'on lui enlevait à l'ambassadeur de France son immunité diplomatique. Est-ce que ça joue, est-ce que ça a une conséquence sur ce que vous venez de nous dire? Aucune conséquence, non. Puisqu'il est retranché dans son ambassade, on peut gesticuler, lui retirer toutes sortes de papiers. Donc s'il reste à l'intérieur, il ne craint rien. Voilà. Justement, on profite, on a un ambassadeur à cette table. Question d'Alain. Quelle serait la réaction française si l'ambassadeur de France au Niger était emprisonné? Il n'y a aucune chance que ça se produise, sauf si l'ambassadeur sortait tranquillement de son ambassade. Mais évidemment, il ne va pas le faire. S'il était emprisonné, je ne pense pas que les Nigériens pourraient l'emprisonner. Donc il est plus libre de ses mouvements? Non, il n'est plus libre de ses mouvements. Il est en prison un peu dans son ambassade. Il est un peu emprisonné, oui. Oui. Il est en résidence surveillée, ça s'appelle plutôt. Mais l'ambassade, c'est le territoire français quand même. Non, ce n'est pas le territoire français. Hein. C'est un territoire... Non, il n'y a pas d'extraterritorialité. Ils ne peuvent pas entrer le chercher dans l'ambassade. Oui, il y a des conventions internationales, la Convention de Vienne, qui dit que ce sont des lieux inviolables. C'est pas la même chose. Et ça peut être violé. Par la violence, qu'est-ce qui se passe alors? Non, mais le seul cas historique, c'est en Iran. C'est en Iran, en 79, où les diplomates américains, en l'espèce, ont été pris en otage. Ça a été une grave crise internationale. Les ambassades ont toujours été respectées depuis cette non, exemple elles ont été souvent attaquées. Moi, même dans les pays où j'étais, j'ai été 2 fois attaqué comme ça. Ah oui? Mais c'était en Afrique du Sud, quand Chirac a fait des essais. Alors. Non, écoutez, il n'y avait rien d'héroïque, ça n'a pas duré longtemps. Mais en Afrique du Sud, à un moment, Jacques Chirac avait demandé la reprise des essais nucléaires. Ça ne plaisait pas à cette époque-là à une partie de la population sud-africaine qui a attaqué l'ambassade. Qui pourtant était très loin de... Oui, mais ils ont attaqué l'ambassade, mais pas très méchamment. Ils l'ont recouvert de peinture, etc. Donc ensuite, le gouvernement sud-africain a dû tout nettoyer à ses frais. Ça, c'est les conventions internationales. Et puis quand j'étais à Brazzaville, il y avait beaucoup de contentieux entre Paris et Brazzaville sur l'affaire des biens mal acquis, sur l'affaire des disparus du Beach, qui sont une sorte d'assassinat politique dans le cadre de la guerre civile au Congo. Et la France s'était mêlée de cette affaire parce que la Cour de cassation avait dit qu'elle était compétente, etc. Et ça n'avait pas plu parce que ça mettait en cause le président. Et donc, on avait eu une violente manifestation contre l'ambassade, mais on était bien protégés. Ce que vous nous dites, c'est qu'on se sent quand même en sécurité à l'intérieur de l'ambassade. C'est pour ça d'ailleurs que les ressortissants, quand ils ont peur, leur premier réflexe, c'est d'aller à l'ambassade en disant là, au moins, il ne nous arrivera rien.
Oui, enfin, s'il y a la place pour les accueillir. Ah, bah, vous les laissez à la porte? Non, on ne les met pas à la porte. Non, mais le cas s'est produit plusieurs fois parce qu'à Brazzaville, avant mon arrivée, il y a eu une attaque violente contre l'ambassade. Un gendarme français a été tué dans la défense de l'ambassade en 1997. Donc, ça peut quelquefois tourner violemment. Ouais. Après, il faut savoir que depuis, la sécurité diplomatique a pris des mesures, la France et tous les pays occidentaux, qui sont assez drastiques. Hein. Quand on voit, les ambassades sont un peu fortifiées maintenant. Inviolables. Pour faire en sorte que ça... En tout cas, très difficilement violable. D'accord. Oui, il y a une défense sérieuse si on l'attaque. Oui, et ça, c'est des mises à jour. Je suis un tout petit peu étonnée là, de la tournure prise par la discussion depuis le départ. Moi, je suis ravie qu'on se préoccupe du sort de Sylvain Ité, mais pour avoir l'occasion de lui parler très régulièrement, puisque c'est notamment notre métier, je veux dire, c'est un ambassadeur qui sait ce qu'il fait. Je ne crois pas qu'il soit, au sens propre, menacé dans son ambassade. Il faut bien se rendre compte que là, on est sur une position de rapport de force, là, en l'occurrence, entre des putschistes qui ont pris le pouvoir au Niger et la France qui décide, alors que ces putschistes ont demandé là le départ de l'ambassadeur, mais par ailleurs, avant le départ des troupes françaises au Niger, la France dit non, on ne quittera pas votre territoire. D'accord ? Le territoire du Niger. Refuse d'entendre ces autorités. Le territoire. Il refuse la France refuse de retirer ses troupes du Niger, estimant que ces autorités ne sont pas les autorités reconnues. Souvenons-nous de ce qui s'est passé il y a très peu de temps au Mali. L'ambassadeur de France a été expulsé également du Mali. Il s'appelle Joël Meyer. Il a été expulsé du Mali. Il a accepté de partir. Voilà, Paris a pris acte, a sorti son ambassadeur, de la même façon que quand le Mali d'Assimi Goïta, lui aussi putschiste, a demandé le retrait des forces françaises. Les forces françaises sont sorties du Mali et il s'est passé exactement la même chose il y a quelques mois au Burkina Faso. Ce que je veux dire par là, c'est que on a accepté pour le Mali et on s'arc-boute pour le Niger. Exactement. Non, mais pas tous en même temps parce qu'attendez, sinon on est dans un rapport de force, un bras de fer entre, en l'occurrence, la France et les putschistes. Voilà, là c'est ça qui se joue. On va voir comment ça va se dénouer. Ce que je veux dire, c'est que il y a pas. Ce qu'on peut craindre, c'est un dérapage à un moment. Si jamais des manifestants se mettent à violer l'ambassade, etc. On peut craindre un dérapage de ce genre-là. Mais sinon, l'ambassadeur n'est pas menacé. On est vraiment dans quelque chose de très politique et dans de la diplomatie. C'est quand même ça qu'il faut bien comprendre. Non, mais nous ne sommes pas des spécialistes comme vous, donc on est ravis d'apprendre que l'ambassadeur n'est pas menacé. Voilà. Hein, et c'est un choix. Aussi, c'est une posture, une décision française de maintenir son ambassadeur. La France aurait pu décider de dire, ok, on décide de le rappeler à Paris puisque les autorités nigériennes, les putschistes nigériens du moins, le demandent. Bon, moi ça je trouve que c'est intéressant. L'Union est assez conciliante avec les putschistes alors que la France ne l'est pas. Reste droit dans ses bottes en disant ça ne se fait pas. Mais dans une position pour le moment rhétorique, rhétorique incarnée par Emmanuel Macron. Okay. Alors, Wassim Nasr, est-ce que quelque part c'est l'avenir de la position de la France en Afrique qu'on croyait solide et puissante qui est en jeu en ce moment? En tout cas, on a commencé à le voir au Mali. On ne peut pas avoir une politique de force dans les mots, avec des militaires sur place, qui n'ont aucun poids dans la réalité politique de ce qui se passe sur le terrain. Si on a quand on parle, par exemple, avec des gens du gouvernement Bazoum, très haut placés, pendant les premières heures, ils disent pourquoi les Français n'interviennent pas. Alors attendez, Bazoum, c'est le président nigérien qui a été déchu. Voilà. Bon, alors, donc, il a été déchu. Pourquoi les Français n'interviennent pas? Donc les militaires. Alors là, on dit, mais la France ne va pas intervenir. Le président déchu en veut à Emmanuel Macron de ne pas j'ai pas dit ça. envoyer ses hommes pour le soutenir. Je n'ai pas dit ça. Je dis quand on parle à des ministres du gouvernement Bazoum au Niger, déchus, voilà. Ils ne comprennent pas pourquoi, aux premières heures du coup d'État, la France n'a pas fait une démonstration de force. Ça veut dire faire voler des mirages au-dessus du palais présidentiel. Ne serait-ce que pour démontrer que la France soutient son allié. Alors quand on leur répond que la France ne va pas intervenir militairement, parce qu'elle ne l'a pas fait au Mali par 2 fois, elle ne l'a pas fait au Burkina par 2 fois, ils s'étonnent et disent pourquoi. Alors on dit pour qu'elle ne soit pas perçue comme ce qu'on est en train de dire, comme la France n'est pas faiseur de roi. Alors ils disent mais si, elle est perçue comme ça parce qu'elle a mis le militaire sur place. Donc quoi que vous fassiez, vous êtes perçu comme partie prenante. Donc au mieux, la non-action... Partie prenante efficace ou inefficace? Et vous avez l'air de dire là, on est inefficace. Oui, parce que quoi qu'il arrive, la non-action en soutien aux alliés, même les Américains, la non-action, parce qu'eux aussi ils ont mis le militaire là-bas, c'est perçu au mieux comme une faiblesse et au pire comme une trahison. Et donc, quand on voit qu'au Mali,
La France n'a pas bougé. Donc la France, d'une certaine manière, elle a le legs colonial de l'époque coloniale En plus, ouais. et de l'époque de la France-Afrique sans les bénéfices aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des pas militaires, qu'on mais pèse qui ne servent, qu'on n'utilise pas, qui ne Voilà, servent à rien. qui pèsent pas. Qui pèsent pas dans l'équation politique. Donc à quoi bon les garder là-bas s'ils sont mal perçus par les populations locales? Parce que, permettez-moi de dire que la préoccupation des Français, et même de son temps en général, donc la guerre contre les factions djihadistes, ce n'est pas du tout la préoccupation des jeunes qui sont en train de prendre le pouvoir. Ah oui, ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Et ce qui nous intéresse, c'est les djihadistes, donc on n'est pas du tout... Nous, on au est là-bas diapason. pour lutter contre les djihadistes, et ces militaires qui prennent le pouvoir, ce qui les intéresse, c'est la le prise du pouvoir. C'est le pouvoir. pouvoir. C'est pas la lutte contre les Et djihadistes. si la France leur assurait la sécurité du pouvoir, comme la France-Afrique faisait, ils seraient du côté de la France. Là, ils cherchent des partenaires qui peuvent leur assurer la sécurité du pouvoir. Ah, donc Oui. c'est un peu type Wagner, ça. Mais Voilà. Pour rebondir sur ce que vient de dire Voici. Wassim, pardon. Effectivement, Emmanuel Macron a dit nous sommes venus en premier lieu en 2013 au Mali parce qu'on nous a demandé de venir. Mais effectivement, mais c'était en 2013. Pour lutter contre les terroristes. Exactement. Et puis ensuite, donc c'était l'opération Serval, ensuite Barkhane depuis 2014.